sur les sociétés de courtage en valeurs mobilières. Il y a bien sûr les rapports de la Régie des rentes du Québec qu'on patrouille et qu'on fouille abondamment. L'Autorité des marchés financiers qui publie des statistiques sur l'assurance au Québec et également sur les sociétés de fiducie. Et finalement, là, vous allez voir quelques statistiques sur le patrimoine immobilier des Québécois. L'épargne individuelle, dans un premier temps, puis on va traiter de l'épargne collective dans un deuxième temps. On va diviser l'épargne individuelle en deux catégories. L'épargne à court terme puis l'épargne à long terme. L'épargne à court terme, là, c'est des encaisses, c'est des dépôts à vue, c'est des dépôts à terme, c'est des obligations d'épargne des gouvernements, là, pas des obligations négociables. Je vous pose la question. Vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'on a 6,7 milliards en épargne à court terme? Autre slide. Pèse encore. Est-ce qu'on a 16,7 milliards en épargne à court terme? 2 fois. Ou on a 216,7 milliards en épargne à court terme? Celui qui tombe ou celle qui tombe, c'est la bonne réponse, part avec le magot. Le vrai chiffre, c'est 216,717 millions que les Québécois possèdent dans des comptes qui rapportent à peu près zéro. L'épargne à vue, essayez pas de trouver un rendement, il n'y a presque pas de rendement, mettons 1,5 ou 2 % par année. Si on va dans le long terme, là, c'est les fonds communs de placement. C'est les valeurs mobilières, des obligations, des actions, les parts que vous détenez. Sûrement, il y a des actionnaires ici du Fonds de solidarité. Oui? Ah? Tous? Ah, oui. On vous voit mal, par exemple. On en a pour 314,5 milliards. On cumule les deux pour un total de 531,2 milliards d'épargne volontaire qui sont sous contrôle de tout un chacun. C'est une augmentation en passant, j'ai fait les chiffres, j'ai commencé cette étude-là en 2008, où on était vraiment là au plancher. Hein? Toutes nos caisses étaient sorties, nos actions avaient dévalué. Et depuis 2008, regardez la progression, 49 % de plus d'épargne volontaire aujourd'hui. Bon, en fait, c'était au 31 décembre là, 2013. Mais en 5 ans, on s'est refait le portefeuille quasiment au complet d'épargne à court terme. Je l'ai mis par ménage. Il y a 3 400 000 ménages au Québec, selon l'Institut de la statistique. J'ai réparti ce montant global par ménage. Alors, le court terme, on est à 63 000, puis à long terme, on a 92 000. Chaque ménage a 156 000 d'actifs financiers. Per capita, 65 000. Quand j'ai vu ce chiffre-là, je rentre dans un wagon de métro, puis là, je me dis, oh, si la moyenne ici est représentative là, d'un ménage québécois, je compte les têtes de pipe qu'il y avait dans le métro. Il y avait 50 personnes. J'ai dit, ouf, ce wagon-là vaut 3,5 millions. Si on crache, par exemple, là, la valeur actuelle du potentiel que détiennent ces gens-là, c'est 3 millions. Là, je sors du métro, je regarde la rame, il y avait 10 wagons. J'ai dit, hein, juste ce wagon-là, là, cette rame-là valait à peu près 40 millions si, bien sûr, chaque ménage possède la moyenne de... On continue. L'épargne collective, vous en avez parlé assez depuis hier matin, je pense que vous avez fait le tour à peu près du jardin. Moi, je regarde juste les bilans, le bilan des caisses de retraite. Régie des rentes du Québec, il y a une réserve actif net de 46 milliards qui figure actuellement au bilan de la Régie des rentes. Il faut dire que c'est un régime à répartition. En 2013, les cotisations ont été de 12 milliards, puis les sorties ont été de 11,7 milliards. Le REGOP, l'actif net, 98 milliards.
C'est une augmentation de 38 milliards depuis 2008 et c'est géré entièrement par la Caisse de dépôt et de placement. Les régimes complémentaires de retraite qui sont sous surveillance de la RRQ, l'actif net vérifié, 117 milliards. Une augmentation de 18 milliards depuis 2008. Ensuite, on passe les régimes complémentaires, mais qui ne sont pas sous le contrôle de la RRQ, sous la surveillance de la RRQ. On en a pour 52 milliards d'accumulés dans ces régimes-là. Et finalement, le dernier wagon du train, c'est les régimes complémentaires de type REER collectif ou participatif aux bénéfices. Un actif net de 35 milliards. Si on cumule tout ça, là, on a 348 milliards d'actifs nets d'épargne collective qui sont sous contrôle québécois. Une progression de 33 % depuis 2008. Alors, si on cumule l'épargne individuelle et l'épargne collective, là, si on fait ça, on met tout ça en paquet, on atteint à peu près 880 milliards d'épargne qui a le potentiel de croissance et de générer aussi des rendements. Si je le décompose par ménage, ma petite rame de métro là, dont je vous parlais tantôt, là, elle a grimpé un peu, parce que si j'inclus des régimes collectifs, pour chacun des têtes de pipe les passagers de ce wagon-là, je grimpe ça à 258 000 par ménage. Promenez-vous dans votre voisinage, là, quand vous reviendrez chez vous, puis regardez à chaque porte, ça c'est un ménage. Il y a une valeur financière, il y a une valeur d'actifs financiers de presque 260 000 $ par ménage et 108 000 par personne. Tout confondu, enfants et tout, là. La progression de 2008 à 2013, fantastique. On s'est refait le portefeuille, comme on dit, parce qu'en 2008, le total de nos actifs sous gestion était de 296 milliards, puis on est rendu à 879 milliards, une progression de 46. Je souligne dans ce tableau-là la progression des fonds communs de placement. C'est la deuxième ligne. Dans les fonds communs de placement, il faut savoir que la portion actions est plus importante que la plupart des fonds collectifs. Et c'est la portion action qui a été l'accélérateur, si on veut, de l'augmentation de cette richesse-là. Là, je fais le bilan personnel parce qu'il y en a qui m'ont dit, quand j'ai fait cette présentation-là, ils ont dit « Oui, mais Caron, il n'y a pas juste les actifs dans la vie, il y a les dettes. » Puis on entend assez parler du taux d'endettement des Québécois. Êtes-vous tannés? Regardez ces chiffres-là, vous allez voir si on est dans le trou ou on n'est pas. Parce qu'un passif, il faut que ça soit appuyé par un actif ou l'inverse. Alors, donc, je fais le résumé. Si j'ajoute aux actifs financiers de 880 milliards, le patrimoine foncier résidentiel des Québécois, je rajoute à peu près 600 milliards, 592 milliards. Donc, quand je fais ma colonne d'actifs, j'arrive à 1470 ou 71 milliards. Là, je change de page, je m'en vais dans la colonne rouge, dans le rouge, où je mets mon passif. J'ai des dettes à la consommation, là, puis là, j'ai fouillé, là. Là, j'ai été voir les bilans de toutes les banques canadiennes, les banques québécoises, le Mouvement Desjardins, qui sont les créanciers, au fond, des Québécois, des ménages québécois. C'est ces institutions-là. Ça ne dépasse pas 95 milliards, 92,8 milliards, que si on avait à régler toutes nos dettes aujourd'hui de consommation, carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, on peut radier 92,8 milliards de dettes. Les prêts hypothécaires, ça, c'est une autre affaire. C'est comme payer, moi je dis, c'est un peu comme payer son loyer. Tu achètes une maison, tu finances 50 %, il te reste une dette de 50 % d'hypothèque sur ta maison. Il n'y a pas de catastrophe là-dedans parce que tu as un actif qui est tangible, qui est capable d'accoter ça. Quand je fais le cumul des dettes, j'arrive à 318 milliards. Est-ce que j'ai de l'espace pour payer? Le ratio dette sur actif, là, vous le voyez? À peu près 21 %. On a 80 % d'avoir net sur
pour 20 % de dette. Par ménage, l'avoir net, 339 000. Par individu, 142 000. Je pense qu'il faut être conscient. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce portrait? Moi, je pense qu'on a l'obligation de reconnaître qu'on est pas mal mieux outillé qu'on le dit. On est plus riche. Il y a une banque qui a sorti ce slogan-là, là, vous êtes plus riche que vous pensez. Mais je pense qu'on est aussi un petit peu plus riche que ce que certains veulent nous faire croire. Hein? Quand je jase avec des gens, « Ah oui, mais nous autres, les Québécois, on est pour les petits pains, puis on est des anciens porteurs d'eau, puis on n'a pas le même statut. » Hey! On essaierait de comparer ça avec la richesse de plusieurs pays industrialisés. Puis je peux vous dire que j'essaie de trouver la place, là, mais on est entre les 20 et 25e premières nations au monde en termes d'accumul de richesse. Cette richesse n'est pas équitablement répartie. Ça, évident. Sauf que l'économiste Pierre Fortin a fait le calcul de la répartition de la richesse au Québec, puis il a dit c'est la place en Amérique du Nord où les écarts sont les moins grands. On a des filets de sécurité sociaux, sécurité sociale, on a des mécanismes de transfert de la richesse. Juste la Régie des rentes du Québec, là, c'est un méchant beau mécanisme de transfert de la richesse. Le taux d'endettement des ménages demeure sain, je l'ai dit tantôt, 21 %, et ne justifie en rien les cris d'alarme que certains se plaisent à répandre dans l'opinion publique pour nous rendre coupables de quoi? Cette richesse présente de nouvelles possibilités pour les futures générations. Beaucoup de gens qui ont suivi mes formations au MEDAC ont subitement hérité d'une petite fortune. Les parents ont vendu le bloc appartement, ont légué ça à leurs enfants. Quelqu'un a eu une pas mal grosse paye de séparation à son emploi. Quelqu'un a eu une division du patrimoine familial lors d'un divorce, puis se retrouve avec un 400, 500, 600 000. Cette responsabilité, elle est en chacun de nous, et pour les futures générations, il faut s'assurer que le transfert se fait bien. Il importe que cette épargne soit investie selon des critères, bien sûr, de rentabilité. On ne peut pas laisser notre épargne entre les mains de tous les Earl Jones et Vincent Lacroix de ce monde. Il faut s'occuper nous-mêmes de nos affaires. Je pense que c'est une responsabilité importante. Il faut s'assurer que l'argent est investi sur du durable à long terme. Et souvent, on nous dit, le MEDAC, vous favorisez la spéculation boursière parce que vous incitez les gens à acheter des actions. On dit non. Notre philosophie, c'est à long terme. Quand tu achètes une action, ce n'est pas pour la revendre le lendemain. Parce que si tu la vends le lendemain, il faudrait que tu en rachètes une autre. Peut-être que tu t'es trompé la première fois, mais tu ne peux pas te tromper à chaque jour à renouveler ton portefeuille pour faire générer des commissions aux courtiers. Il faut être patient. Il faut s'assurer aussi que qu'il y a des mécanismes de saine gouvernance dans ces entreprises-là et que les actionnaires soient invités à exprimer leurs droits. Et là, je vais vous parler de la démocratie actionnariale. C'est nous autres qui avons inventé à peu près ce terme, démocratie actionnariale. Ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai pris l'ensemble des actifs où il y a de tout, là, il y a des prêts, il y a des obligations. J'ai pris le bloc des actions. J'ai évalué qu'il y a 348 milliards d'actions votantes qui sont entre les mains de notre patrimoine ou personnel ou collectif. C'est des gestionnaires de portefeuille qui les administrent ou il y a des comités de placement de caisses de retraite qui donnent les orientations. 348 milliards, c'est 120 milliards de plus que le holding de Warren Buffett, le gourou américain. C'est 24 de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500, S&P de la Bourse de Toronto. C'est pas rien, là.
Les principaux détenteurs, je vois mal le graphique. Alors, les individus, tout un chacun là, qui a son petit portefeuille, détient 99 milliards d'actions votantes. Ça représente 28 du bloc. Ça, c'est des gens que nous connaissons. On ne les connaît pas tous, là, mais parmi nos membres, il y a beaucoup de petits investisseurs qui nous transfèrent leurs droits de vote, qui nous suivent, qui assistent avec nous à certaines assemblées et qui partagent un peu notre combat ou notre vision de la façon dont les entreprises doivent être gérées. OK, Caisse de dépôt et de placement. La Caisse a 94 milliards d'actions votantes actuellement dans son portefeuille. On les connaît eux aussi parce qu'à chaque année, on va les rencontrer pour voir on prend le pouls un peu, les sujets. Est-ce que vous secondez ça, vous autres, qu'il y ait plus de femmes sur les conseils d'administration des entreprises? On pose la question à la Caisse, là. Parce que nous, on amène une proposition dans 25 sociétés pour qu'il y ait une politique, ils appellent ça de discrimination positive, que s'il y a un poste qui se libère, il faut qu'il y ait deux candidatures féminines pour une candidature masculine. Pour accélérer le processus moi j'appelle ça de casser le boys club, là, les gens qui se cooptent d'un conseil d'administration à l'autre, puis qu'on retrouve à peu près dans la liste des 300 administrateurs canadiens qui sont à peu près sur 4-5 conseils d'administration en se passant le bucket, là, en se passant le témoin. Ensuite, on a les fonds communs de placement. 22 ça, c'est un petit peu plus loin que de nous, ça. C'est assez opaque, les fonds communs de placement. On ne sait pas comment les actions sont gérées. Les caisses de retraite, un bloc de 70 milliards. Ça, on vous connaît. Et les fonds de travailleurs, le fonds de solidarité notamment, on consulte le fonds pour voir quelles sont ses orientations ou ses appuis aux propositions qu'on soumet. Par nos épargnes, nous détenons la majorité des droits de vote dans un très grand nombre d'entreprises. Je ne sais pas si vous le saviez, que dans certaines entreprises, quand on fait le cumul, le tour de tout ce monde-là, puis qu'on se présente à une assemblée, on a 65 des droits de vote. Ça donne un petit feeling de dire on peut peut-être changer quelque chose, on a peut-être notre mot à dire. Ça commence, et je vais vous proposer tantôt un programme pour accélérer ce processus-là. Est-ce qu'on exerce tous les droits de vote qu'on contrôle? Est-ce que vous avez conscience du pouvoir et de l'influence que vous pouvez détenir sur la gestion de vos sociétés pour lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'on n'est pas devenu, quelque part, des petits capitalistes insouciants? Moi, je les appelle passifs et silencieux, alors que, par exemple, aux États-Unis, il y a un phénomène de réveil. Il y a un livre que vous devez lire absolument, je vous le suggère. Il n'est pas encore traduit, j'ai essayé de trouver les droits de traduction de ça. Ça s'appelle « The New Capitalist ». Et c'est comment tous les fonds communs ou les caisses de retraite américaines ont commencé à modeler de nouveaux modèles de gouvernement d'entreprise. Ici, au Québec, au début des années 1995, 96 et 97, il y a un homme qui s'est levé. Il s'appelle Yves Michaud. Il a dit, moi, j'ai lu la loi des banques et je vais envoyer des propositions à la nationale puis à la royale. Des propositions d'actionnaires. C'est dans la loi. Il a été le premier au Canada. Alors, pas besoin de vous dire que la nationale puis la royale n'étaient pas très contentes de le voir arriver. Ils ont tout fait pour le bloquer. Ils ont engagé 2 gros bureaux d'avocats, mais lourds, et lui n'en avait pas. Et pendant plusieurs jours, on a passé au peigne fin son passé, ses déclarations, ses intentions, pourquoi il présentait des propositions. Et il est allé devant, il a dit,
je vais demander une injonction, je vais aller voir le tribunal. Il est allé à la Cour supérieure. Et là, il y a une juge qui s'appelle Pierrette Rail. Son nom ne vous dit rien, mais le nom de son mari vous dit quelque chose. Le juge Gomery. Alors, le juge Rail a dit, mais M. Michaud a tout à fait raison. La loi est claire. Et elle a rendu un jugement sur le banc. Elle n'a pas pris 36 minutes pour y penser. Elle a dit, je vous ordonne d'inscrire les propositions de M. Michaud dans votre circulaire de sollicitation de vote. Si vous ne le faites pas à telle date, j'annule votre assemblée annuelle. Alors, le journal Le Soleil, ce jour-là, dit « Victoire d'Yves Michaud sur les banques. Elles doivent envoyer à tous leurs actionnaires les propositions pour limiter les revenus et les privilèges des dirigeants. » On va regarder ce qu'il avait à proposer. La juge Rail a dit « Est-ce que dans notre société, tout le monde peut se prononcer sur à peu près tous les sujets relatifs à une banque, comment elle se comporte, sauf les actionnaires, qui sont les propriétaires de cette banque? Ils seraient les derniers consultés. » Elle dit « Ça n'a ni queue ni tête. Donc, il faut que vous ouvriez un dialogue avec vos actionnaires. » Alors, un homme seul, debout, quelques bénévoles autour de lui, c'est David et Goliath, là, vous voyez la photo. Il a présenté 5 propositions. Il a dit « Je veux avoir un mot à dire sur la rémunération des dirigeants. Ce n'est pas normal que l'actionnaire d'une institution, d'une société, laisse aller des dirigeants sans reddition de compte, sans consultation, avec des salaires, il appelait ça stratosphériques. Il dit, moi, je veux avoir mon mot à dire. Je veux que le président du conseil d'administration me représente. Pas le PDG. Il faut qu'il y ait une séparation entre celui qui représente les propriétaires et celui ou celle qui dirige les opérations à tous les jours. Je demande donc que les pouvoirs soient séparés. Je demande aussi qu'on exclue tous les fournisseurs de services de l'entreprise qui sont en conflit d'intérêts permanent en décidant d'un côté d'allouer des contrats, puis de l'autre côté de les recevoir. Hein? C'est assez simple comme principe. Il faut limiter les mandats des élus pour pas qu'ils se perpétuent, il disait souvent, dans leur sénilité, ad vitam aeternam sur des conseils d'administration auxquels ils n'ont plus aucun apport. Et il faut empêcher les dirigeants de se surendetter auprès de l'institution, surtout bancaire, pour profiter davantage de taux d'intérêt réduits, etc. Et depuis 1999, là, le MEDAC est super actif parce que sur 800 propositions qui ont été faites au Canada, de Terre-Neuve à Vancouver, le MEDAC en a 50 %, on en a 405 qui ont été présentées. De faibles ressources que nous possédons, notre budget annuel moyen est à peu près de 125 000, ce qui est à peu près le coût du séminaire aujourd'hui. On a profité de la loi des sociétés, l'article 137, pour élaborer des propositions. On est devenu, encore ce matin, j'avais des nouvelles du National Post. On fait la une du cahier financier parce qu'on talonne Bell Canada. On a une proposition chez BCE pour dire que ça n'a aucun sens qu'une entreprise dont les employés sont à peu près à 75 % féminins, il y a 2 femmes sur 17 au conseil d'administration. Inacceptable. Alors, Bell se défend, non. Et il y a une journaliste de Toronto qui a piqué ça, puis a dit « Montreal Group activists are fighting against the giant de Bell Canada. » Là, c'est pas de la petite bière. Oui, ça va. Depuis 2011, maintenant, la loi québécoise permet la présentation de propositions et c'est pour ça qu'on a rajouté dans notre portefeuille qu'on appelle cible, on a 23 entreprises, on a ajouté 11 entreprises de charte québécoise. Alors là, on se promène de Alimentation Couche-Tard à Jean Coutu, à Cogeco, Cascade, Rona,
Transat. Et on se présente toujours, puis de plus en plus, on est bien reçu parce qu'on est bien connu d'eux. Alors, vous voyez un peu, là, j'ai mis les petites pastilles de notre portefeuille. Si vous avez des actions de ces compagnies-là, on produit pour tous nos actionnaires un petit feuillet qui résume à peu près 250 pages de lecture. On fait le travail pour vous, là. On vous résume ça sur une feuille 8,5 par 11, recto verso, avec les principaux signaux, soit de détérioration ou d'amélioration financière, et une page sur la gestion de l'entreprise. Qui dirige, combien de salaires sont payés, combien le PDG est payé plus que ses employés, quelle est la portion du bénéfice net qui s'en va dans les poches des 5 plus hauts dirigeants, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de syndicats. Et oui, il y a beaucoup, ben oui, c'est ça, j'écoutais tantôt quelqu'un de TVA, là, à Québécois. J'ai rencontré quelqu'un aussi de Bombardier. On va aller à l'Assemblée générale de Bombardier la prochaine, là. Vous allez voir. Aussi bien que de 1997 à 2015, de défaite en défaite, nous courions vers la victoire. Parce que les propositions du MEDAC, là, quand on va chercher 5 %, là, on se tape sa bédaine. Généralement, là, j'ai mis ça de façon un peu négative, là, une proposition sur 8 a obtenu plus que 15 %. Ça veut dire qu'il y en a 7 sur 8 qui n'ont pas passé la rampe du 15. Au début, l'hostilité envers nous était palpable. Moi, j'ai rentré dans des salles hostiles parce que l'Assemblée, je disais, mon Dieu, les gens sont donc bien passifs. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui va au micro? C'était tous des employés de la banque, à part quelques... Fait qu'on passe un peu pour des extraterrestres, des gens qui n'ont pas d'affaires là, qui bousculent. Il y en a qui appellent ça le papier à musique. Là, c'est comme une chorégraphie. Clac, 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 clac. Toi, tu arrives au micro, puis là, souvent le micro il est fermé, il est dans la noirceur, tu ne vois rien. Non, ce n'est pas un contexte très favorable pour quelqu'un qui est un petit peu nerveux, mettons. Il y a eu aussi là, toute la période qu'on a vécue ces années-là, là, les scandales à profusion, il y en a eu. La bulle techno. On avait du Nortel, nous autres, dans notre portefeuille. Puis les gens nous appelaient, ils ont dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? » Là, on a découvert des scandales absolument, c'est affreux ce qui s'est passé dans la dilapidation d'un actif. C'était la plus belle capitalisation de la bourse de Toronto. Puis en quelques années, là, ça s'est effrité comme un château de cartes. Il y a eu des recours collectifs. On était parti d'un recours collectif pan-américain. On a drainé vers les investisseurs québécois 385 millions de compensations pour les petits investisseurs de Nortel. Donc, il y avait un climat de confrontation. Les premières propositions, j'ai mis irréalistes. J'ai d'abord qualifié d'irréalistes. Les colibrés là, que j'entendais, là, c'était pire que ça. C'était des mots comme farfelu, trouble-fête, idéaliste, utopique. C'était utopique de demander la séparation des pouvoirs entre le président et le chef de la direction. C'est aujourd'hui une loi, quasi. C'est un pattern qui est généralisé partout. Dévoiler la rémunération des auditeurs. Hey, il fallait le faire. Vous êtes obligé de nous indiquer combien vous avez payé votre vérificateur externe. Alors, au début, ils disaient, ça n'a aucun sens, c'est complètement flyé. Aujourd'hui, la réglementation l'impose, ainsi que les conseillers en rémunération, qui sont les accélérateurs des iniquités salariales. C'est ma position personnelle. La présence des femmes sur les conseils d'administration, là, c'est fantastique parce que les autorités réglementaires de toutes les commissions des valeurs mobilières au Canada imposent maintenant à chaque entreprise cotée à la bourse de se fixer un objectif d'atteinte de présence féminine sur les conseils d'administration. Si elles ne le font pas, elles doivent expliquer pourquoi. Disons qu'on les attend dans le détour, parce que nous, ça fait déjà 15 ans
qu'on présente des propositions, puis qu'on se fait traiter de féministes, de discriminationnistes, de toutes les isques que vous pouvez trouver. Aujourd'hui, c'est devenu des standards de bonne gouvernance. C'est pas très long. La plus belle victoire du MEDAC, le vote consultatif sur les salaires des hauts dirigeants. On constate aujourd'hui que quand les votes sont demandés par les sociétés, on peut cibler qui siège sur les comités de rémunération et on fait les liens qui s'imposent avec les autres personnes qui siègent sur leur propre comité de rémunération. Donc, on veut éviter tout conflit d'intérêts dans la fixation des salaires des hauts dirigeants. En conclusion, j'avais intitulé ma conférence « L'épargne des ménages québécois au service de la démocratie actionnariale ». J'inverse ça. Là, je vous dis, la démocratie actionnariale, pour vous, sera au service de l'épargne de vos membres. Voici pourquoi. Et ça, on a été chercher à la Banque mondiale un appui, disons, de morale, qui venait de publier un petit blog qui disait « On vient de faire une étude. Toutes les sociétés qu'on a financées à travers le monde, plus les gens s'occupent à poser des questions puis à challenger les dirigeants, plus ces entreprises-là sont performantes. Plus elles adoptent de bonnes gestions, de bonnes pratiques de gouvernance, plus elles sont résistantes et plus elles sont rentables. » Quand on a vu ça, on a dit, bien, c'est ça notre job, nous autres, c'est de challenger. Puis par le MEDAC, on devrait être capable d'augmenter, par notre activisme, mais activisme, c'est peut-être des fois, c'est péjoratif, notre participation éclairée et dynamique dans ces assemblées-là, qui va donner les résultats qui vont suivre. Moins de boys club. Ça, là, c'est une plaie dans les sociétés à capital action ouverte dans lesquelles vous investissez votre épargne. Le boys club, c'est une plaie. Et plus les femmes vont atteindre ces niveaux de décision, toutes les études le confirment, là, on n'a pas besoin, même le Conseil du statut de la femme nous le plaide à volonté. Plus il y a de femmes au CA, plus il y a de rigueur administrative. Moins de collusion entre tous les dirigeants, les auditeurs, les conseillers externes, les fournisseurs. J'ai mis le cas Enron aux États-Unis qui a planté, entraînant dans sa chute tous les fonds de retraite d'à peu près tous les travailleurs d'Enron. Parce que les collusions étaient, ils ont découvert après coup, après enquête, que Enron graissait la patte de Arthur Andersen, qui était le plus gros bureau de vérificateurs au monde, et qui a fait sa débâcle, qui payait grassement ses fournisseurs 3 fois le prix pour être capable d'escompter des bénéfices à ses propres fins. Plus de transparence, plus de rigueur, meilleur rendement pour les actionnaires, puis une plus grande contribution aux recettes des gouvernements. L'an passé, on a fait une proposition à une dizaine de sociétés où on trouvait que, il me semble que la facture d'impôt ne correspondait pas au taux marginal de leur impôt. Fait qu'on a dit, on va rentrer une proposition, on veut s'assurer que l'entreprise rende compte aux actionnaires qu'elle a payé sa juste part d'impôt au cours des dernières années. Puis là, l'étape suivante, c'est on veut voir le rapport de Revenu Québec puis de l'Agence du revenu du Canada pour s'en assurer, parce qu'on ne veut pas que vous vous fassiez pogner à payer, comme la Banque royale du Canada vient de se faire pogner, à faire des détournements dans des filiales de paradis fiscaux avec de l'argent sale. On ne veut pas ça. Donc, on fait, en exigeant de ce genre de trucs-là, on aide beaucoup les gouvernements à remplir les coffres qui vont permettre de payer des meilleurs revenus et des meilleures caisses de retraite à ses employés. Inch'Allah. Si on s'y mettait tous ensemble, avec peu de moyens, jusqu'à date, le MEDAC a réussi à faire avancer considérablement les règles de cette démocratie économique actionnariale. On imaginerait l'avenir si on exerçait tous nos droits de vote et si, par exemple, vous aviez une table de concertation sur l'exercice des droits de vote de vos fonds, de vos caisses de retraite. Si nous, on réussit à éveiller les investisseurs individuels, un par un,
On fait des formations maintenant. On a un nouveau site Internet qui est assez attractif. On a une nouvelle par jour, une infolette par semaine, des conférences qu'on filme puis qu'on met sur notre site pour créer du mouvement. Et que si jamais un jour on a les moyens de nos ambitions, je vais vous présenter la dernière invitation. Vous pouvez adhérer comme membre institutionnel au MEDAC. Il y a déjà plusieurs caisses de retraite qui nous envoient 250 pièces par année pour nous soutenir. Je pense que le transport de la capitale nationale au Québec. Levez donc la main à ceux qui envoient déjà des chèques au MEDAC. Oh, ils sont déjà partis, je pense. Nous inviter dans vos réunions, dans vos assemblées, si vous avez des activités d'information, puis vous avez un petit 15 minutes à boucher, là, appelez-nous, puis on envoie quelqu'un. Vous avez vu ici, au kiosque, on a une petite équipe qui se met en place pour aller vous donner de l'information sur différents sujets d'actualité financière. Faites circuler l'information du MEDAC dans vos communications internes. Vous devez avoir un petit bulletin qui rejoint vos membres. Si vous placez un petit logo en disant « Le MEDAC travaille pour vous visitez notre site, vous avez l'adresse qui est là. » Et un jour, vous mettrez du MEDAC dans votre portefeuille et on aura une belle assemblée d'actionnaires qu'on a trouvé. On a été chercher ça sur le site de Berkshire. Vous voyez Warren Buffett en bas, là? Alors lui, à chaque année, son assemblée dure 2 jours. Puis il ramasse à peu près 75 000 personnes. Puis il fait venir des artistes invités. Céline Dion a déjà été chantée à l'Assemblée des actionnaires de son fonds. Et si un jour on pouvait remplir le Centre Bell de tous les actionnaires québécois, on pourrait peut-être faire venir Céline Dion aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Normand, pour cette fort intéressante présentation. Puis, le kiosque va être encore là pour 1 heure ou 2. Jusqu'à 7 heures ce soir. En tout cas. Je vous invite, ceux qui ne sont pas allés le voir, d'aller le consulter. Ils ont une belle brochure. Normand, tu l'as pas. Une belle brochure ici. Le Flambant Neuve, on a sorti ça juste avant d'arriver ici, mardi matin. Donc, procurez-vous la brochure. Vous avez tous nos services là-dedans. Vous avez notre fiche d'adhésion. Si vous ne voulez pas adhérer, bien, vous pouvez faire un petit don. Moi, je veux quand même partager mon expérience. J'ai eu la chance d'accompagner le MEDAC dans une assemblée d'actionnaires chez Air Transat. Et quand même, le MEDAC proposait 4 propositions d'actionnaires. C'est quand même pas rien. Quand c'est les seules autres propositions d'actionnaires que celles présentées par le conseil d'administration, c'est toujours un peu déstabilisant pour ceux qui ont à défendre ces points de vue-là. Et j'ai été surprise de voir le PDG et chef de la direction, il faut le dire, parce que c'est toujours une fonction qui est réunie chez Air Transat avec Jean-Marc Eustache, remercier le MEDAC, de les amener à faire une introspection, une réflexion sur différents enjeux. J'étais très, très surprise de voir, surtout de M. Eustache, qui n'est pas nécessairement toujours des plus ouverts au dialogue. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions, des questions pour Normand. Je pense que l'activisme actionnarial, bon, ça a déjà fait partie de nos déclarations politiques aussi. Ah, il y en a une! Tu ne me vois pas, Marie-Josée. Ah, Michel, oui. Moi, Mon ami Michel. 2 remarques rapides à cette heure-ci, je ne serai pas long. Mais juste dire que les 5 propositions dont Normand a parlé, qu'Yves Michaud a amenées, Oui. sur notre caisse de retraite, ça a été notre chemin de Damas. Parce que jusqu'à ce moment-là, nos droits de vote, on laissait ça à nos gestionnaires, ils sont smart, eux autres, puis ils comprennent ça, on va les laisser faire ça. Et là, il y a des avantages quand tu es sur un comité de retraite, surtout que j'étais président du comité de placement, j'ai dit, les procurations des banques, on ne les envoie pas aux gestionnaires, cette fois-là, on les veut. Donc, on les a eus, puis évidemment, on disait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit, laissez-moi faire, on ne veut pas que les gestionnaires les votent. Et lors de la réunion, on a discuté de comment on devrait les voter. Mettons que c'était 1 contre 5. Ça allait pas bien, mon affaire. Quelqu'un dit, on voit nos gestionnaires cet après-midi, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Or, dans notre cas, nous, quand on est un gros client, bien, c'est la personne qui s'occupe du service à la clientèle, c'est le président de la compagnie en question. Là, je n'aimerais pas les firmes pour ne pas les gêner,
Mais deux des présidents généraux de ces firmes-là, on est à porte fermée, nous disent la séparation des pouvoirs, Michaud a raison. Ça n'a pas de bon sens, c'est un boys club. Il utilisait exactement ton expression, Normand. Alors, moi, tout fier, je leur dis donc, vous allez voter pour les propositions du MEDAC. Les deux ont dit jamais. Parce que même s'ils ne travaillaient pas pour la banque visée, il dit dans ma banque, c'est la même chose. Tu peux-tu imaginer pour 2 minutes que je vais voter pour une proposition qui va à l'encontre de la pratique de ma banque? Bref, même si la loi dit qu'il est censé le voter dans l'intérêt des participants, mettons que ça vient en deuxième. Il y a un conflit d'intérêts dans la gestion de droit de vote qu'il faut savoir. Deuxième suggestion que je vous fais, une journée où vous êtes de bonne humeur au début. Vous aviez dans votre kit la page titre du document de Share, qui est une entreprise de Colombie-Britannique qui, chaque année, fait la job de nous digérer 30 propositions importantes. On les connaît bien. Il y a une version française qui existe, entre autres parce que le Fonds de solidarité a voulu s'assurer que la version française, elle existait. Tu me voles mon punch, là, Michel. C'est pour ça qu'il faut laisser l'intervenant avant. Et dedans, ils vont non seulement vous expliquer pourquoi il fallait voter dans tel sens, mais ils font déjà votre job, dans beaucoup de cas, de lister comment chaque gestionnaire a voté. Il y a des gestionnaires qui refusent de répondre à leurs questions. Je vais en nommer quelques-uns. Montrosco, TD, Standard Life, des firmes qu'on connaît un peu. Mais sauf que Share, ils sont allés parce qu'il faut qu'ils déposent sur leur site les votes qu'ils ont faits pour des individus. Fait que Share les met là. Rappelez-vous que chacun de vos gestionnaires, quand il vote, il a voté en votre nom. Fait que si vous voulez savoir comment vous avez voté, regardez ce qu'ils ont voté. Vous allez être moins de bonne humeur à la fin de votre lecture qu'au début. Et si votre gestionnaire n'est toujours pas dans la liste, malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de gestionnaires qui vous donnent les réponses, la loi RCR, depuis 2007, exige que les fournisseurs de services vous donnent tous les renseignements nécessaires à l'administration du régime. Demandez les rapports d'exercice des droits de vote de vos gestionnaires. Là, je vous le dis tout de suite, ça va avoir l'air compliqué, ça a l'air impossible, parce que ça ne s'est jamais fait. Un, ça se fait, puis deux, la loi oblige qu'il vous soit donné. Et là, évidemment, le rapport, il finit plus, il y a des pages et des pages, mais encore là, le rapport de Share, des Actions canadiennes, il vous aide, il vous dit, cherche juste les 30 suivants. Vous allez voir que chez vous, les 30, ça fait 5 ou 6 dans les faits. Regardez les réponses, je pense que vous allez être de mauvaise humeur après. Mais dans certains cas, au RRFS des groupes communautaires, ça fait 2 ans qu'on fait l'exercice d'amener ça. Je réussis à mettre les membres du comité en maudit, juste à leur dire comment nous avons voté. Et ça réveille sur le fait que dans ce cas-là, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a voté pour toi, mais qui a voté carrément contre ce que toi tu penses. Bien là, tu te dis, ça, c'est pas de la démocratie actionnariale. Merci beaucoup, Michel. Je pensais que tu allais continuer ma job un peu plus loin, puis de parler du rapport du CWC. Tu allais voir si j'allais en parler. Je pense qu'en plus du rapport de Share, il y a aussi le rapport du Committee on Workers' Capital qui est produit annuellement. Je pense qu'il s'était déjà dans votre... vous avez la page dans votre pochette. Donc, je vous invite à consulter aussi ce rapport-là qui regarde des propositions d'actionnaires qui sont soumis par le mouvement syndical, mais au niveau mondial. Donc, vous regardez dans votre portefeuille si vous êtes présent dans ces entreprises-là et comment vos gestionnaires de portefeuille ont exercé leur droit de vote. Normand, tu as lancé une balle au bond que j'ai trouvée fort intéressante. Tu disais, si ça vous tente de mettre un comité sur pied puis d'aborder les questions d'activisme actionnarial, je pense que d'ailleurs, c'est des résolutions de congrès de s'intéresser à cette question-là qu'on a à la FTQ. Et c'est certainement une proposition que je vais faire à mon comité retraite et assurance. Donc, en t'écoutant, je me suis dit, je pense que ce serait absolument intéressant de faire ça. Alors, merci encore, Normand, pour cette belle présentation. Mais je vous assure de toute notre collaboration le jour où vous vous investirez dans ce défi. On a au MEDAC des ressources incroyables et on peut mettre à votre disposition des ressources techniques. Malgré nos faibles moyens, on compte beaucoup sur le bénévolat. Alors, je reçois cette invitation avec beaucoup de sympathie. Merci beaucoup, Normand.